C'est quand on veut. Anya, t'es là? Allô? Ah bah oui, On est ça tous y est, seuls? ça y est, on est tous là? Bah Ah ouais. non, il manque John Couscous. Ouais, vas-y, on fait sans lui cette fois-ci. OK et c'est parti pour le 20e épisode du Contrecast. Oh, tu le fais vachement bien, ouais. N'est-ce pas? Fête Mmh. foraine. C'est tout lui, ça. Mais où est-ce qu'il est encore? Désolé, j'avais un petit peu de retard. Tout va bien? Oui, oui, ça va, tranquille. Du coup, on peut commencer? Bah oui, allons-y, oui, oui. Bah comme Oh, d'habitude, quoi. ok. Bah alors, le Contrecast épisode 20, c'est parti. Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous, et comme depuis l'épisode 17 du mois d'avril 2020, nous enregistrons toujours à distance, mais cela ne nous empêche pas de commencer par un traditionnel tour de table avec celle qui avait réussi à mettre l'Enfeust au goût du jour lors du précédent épisode, jusqu'à nous donner envie de décortiquer les arrière-plans de chaque case. Bonsoir Anya, Salut, comment vas-tu? ça va? Bah écoute, moi ça va. J'étais en train de dire comment ça va? Moi ça va Parce aussi, que très bien. parce que c'est toujours toi qui commence. Écoute, moi aussi ça va, tout va bien Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? et bah, sur cette session-là, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle «Histoire de fantômes du Japon». Parfait. Et on continue le tour de table avec celui qui aurait pu remporter l'Oscar du meilleur acteur pour son désormais célèbre rôle dans Je bois un verre d'eau, j'ai mal à la gorge. Bonsoir Cotrus. Oui, c'est moi, bonjour, bonjour à tous. Je voudrais dire bonjour à mes fans, remercier ma famille et tout. Voilà, c'est l'aboutissement d'une carrière, je crois. C'est clair, tu as fait le... C'est peut-être les 30 meilleures secondes de dernier épisode, quoi. Je Ouais, pense, ouais. Ouais. J'ai reçu moi beaucoup je de suis tout courriers à de fait fans. d'accord. Ah oui, moi, ben même pas moi. Ça va être dans les spams, je pense. Enfin, je suis très sûr. Tu devrais peut-être vérifier, ouais. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler d'un roguelike encore. D'un deck building roguelike. Voilà. Mes passions dans le jeu vidéo, on va dire. Ah, ça, c'est un peu Ça, ton kink. c'est ça. Il s'appelle Monster Train. Parfait. Et bah, on va y aller doucement. C'est parti pour le premier sujet. Bien que je sois désormais autorisé à dire que j'ai commencé Ghost of Tsushima au moment où on diffusera ce podcast, je n'aurai pas encore le droit de donner mon avis dessus. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Anya qui va nous raconter des histoires de fantômes du Japon. Allez Anya, on t'écoute. Exactement, mais avant de vous parler du livre, je vais vous faire un petit topo sur l'auteur qui a écrit ce petit recueil d'histoires. Donc il s'appelle, Lafcadio Hearn. C'est un écrivain irlandais, avec un vrai parcours en dents de scie. Juste pour vous faire, un petit résumé de son passé, il perd ses parents très jeunes et va connaître une vie, ultra misérable, jusqu'à l'âge de 16 ans où il va se faire rejeter, par ses proches, donc par sa tante, chez qui il vivait, donc il va chercher des petits jobs, il va, un peu, écumer, tout ce qu'il peut en termes de travail pour essayer de survivre et puis à l'âge de ses 21 ans, il va décider de prendre la route, des États-Unis, pour faire, aussi l'expérience de petit boulot une fois sur place, toujours, toujours dans l'idée de, voilà, de vivre, au jour le jour. Donc c'est un auteur qui est vraiment, vraiment déraciné, qui est vraiment sans attache, et qui va tenter de trouver ses repères à travers plusieurs cultures et ethnies. Plus tard, il va s'installer en Nouvelle-Orléans où il tente de s'expatrier, et puis, un voyage, le finit par, le faire aller en Martinique, l'endroit où il va publier de nombreux ouvrages, autour des contes et des traditions créoles. Puis, arrivé dans les années 90, va être convié au Japon, à Yokohama, par l'ambassadeur du Japon, en tant que journaliste anglophone, puisqu'entre-temps, il démarre, très difficilement une carrière de journaliste. Puis, là, une véritable révélation, puisqu'il rencontre sa future femme, fille de samouraï, avec qui, il acquiert, la nationalité japonaise sous le nom Koizumi Yakumo. Et ça, c'est vraiment, toute son épopée au Japon, c'est vraiment, ce qu'on pourrait qualifier comme la partie la plus heureuse finalement, de son parcours.
parce qu'il va y rester, il va y mourir aussi. Et parce que tombé amoureux complètement de la culture nippone, il va du coup rédiger de nombreuses œuvres sur les coutumes, ses croyances, mais aussi sur des récits, faire des récits de voyage personnel. Donc Fantôme du Japon, il est publié dans les années 80. Il réunit 6 légendes et mythes au sujet de ce que les Japonais nomment comme étant les yokai. Vous en avez sûrement entendu parler. Parmi ces écrits, on trouvera par exemple la légende du fantôme sans tête qui, à la nuit tombée, se sépare de son corps pour aller dévorer des humains sur leur passage, ce qu'on appelle les Rokuro-kubi. Ou encore des légendes telles que la femme sans visage, la Mujina, qui est une yokai qui prend une forme humaine afin de passer inaperçue aux yeux des mortels, qui est là surtout, qui vient surtout faire peur, mais qui n'a pas forcément vocation à faire du mal a priori aux gens. En parlant des yokai, c'est souvent des créatures qui sont désignées comme hostiles ou malveillantes, même s'il en existe des plus passives qui apparaissent sous forme d'objets ou de gardiens. Et pour vous dire, il en existe des vraiment très grotesques qu'on nomme les akaname, qui sont en fait des petits êtres qui viennent lécher les moisissures de salle de bain les plus encrassées, et d'autres plutôt violents, comme les kappa, les kawataro, qui sont des diablotins qui sèment la zizanie, piller la nourriture des gens, violer des femmes ou encore kidnapper des enfants pour les noyer, ça dépend des versions. Donc il y a Sympa. vraiment c'est vraiment, ça va vraiment du très gentil au très, très méchant, quoi. Ouais, je préfère ceux qui bouffent les moisissures de Ouais, moi aussi. bah, ils avaient sorti des Pokémon, d'ailleurs, qui étaient inspirés de ça, non? Exactement. C'était un dessin animé même, Ouais. à part Ah entière. ouais? Ouais, OK. alors je sais pas si ça a grand rapport parce que j'ai pas regardé, mais je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait Yokai Watch. Alors je ne sais pas à quel point c'est Ah assez oui. du sujet, mais ouais, ça ressemble un peu aux Pokémon dans l'esprit. Mais là, ouais, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça prend la forme, d'un parapluie, ça prend, je sais qu'il y a aussi énormément de trucs autour de l'autocuiseur, de riz. Enfin, c'est tous les objets du quotidien, en fait, que tu utilises au quotidien et que les Japonais ont tendance à protéger ou à aller voir, après je dis pas, je pense que c'est, comme la plupart des mythes, il y en a qui croient et qui n'y croient pas. On Que retrouve c'est ça un vraiment peu dans Chihiro et dans, le exactement. château ambulant aussi, non? Il y a Et un peu tout ça? dans quasi tous les Miyazaki, tu vas avoir un rapport avec des yokai. Soit c'est des protecteurs de la forêt comme dans, Mononoke, soit, oui, c'est les petits sylvains, que tu ou c'est même les petites bestioles effectivement dans Chihiro, heu, bon voilà, enfin, il y a vraiment, ça prend vraiment la forme de, tout et n'importe quoi, et il y a énormément de récits qui, détaillent, voilà, les petits objets du quotidien et qui voilà, sont soit des gardiens ou des esprits, plus ou moins, agressifs. Contrairement aux légendes occidentales, la plupart d'entre eux peuvent être contrés au moyen de talismans ou de mantras, bouddhistes. C'est souvent des apparitions qui résultent de principes moraux. C'est comme les contes, qu'on a, chez nous, qui ont toujours une portée morale. Bah, là aussi, beaucoup de récits, de fantômes, sont très, moralisateurs parce que soit c'est des esprits vengeurs, heu, qui peuvent être contrés parce que voilà, faut s'aimer les uns les autres et savoir pardonner. Enfin, ça a beaucoup de messages, de cette portée-là. Hem, pour en revenir à l'histoire du Japon, du coup, moi, sans vous spoiler, les récits, parce qu'il y en a pour le coup, il y en a c'est vraiment un petit condensé. Là, il y en a 6, et si ce livre, il a pu naître, c'est, principalement grâce à la volonté de Benjamin Lacombe. Si vous connaissez pas, en fait, c'est un illustrateur, qui est, parisien d'ailleurs, je crois, de mémoire. Qui a suivi une formation artistique, aux arts décoratifs, de Paris, et qui a bossé pour beaucoup d'agences de pub et dans l'animation.
Et en fait, un jour, il est republié parce qu'en fait, son premier livre, je crois que c'est Cerise griotte. Donc c'est un livre qu'il a écrit et qu'il a illustré, qui a, je crois, été publié aux éditions du Seuil vers 2006. Et en fait, ce bouquin a tellement connu de succès qu'il a été récupéré par un éditeur américain. Et la vraie révélation, c'est quand il est nommé par le Time Magazine comme l'un des 10 meilleurs livres jeunesse de l'année 2007. Donc vraiment été vite. Et du coup, voilà, il a énormément bossé avec Albin Michel, avec des éditeurs américains comme Barefoot Books, avec l'Espagne, la Corée. Enfin, voilà, pour vous dire, il a fait énormément de travail outre-Atlantique. Et voilà, voilà, la plupart de ses bouquins sont des reprises de contes connus. Je crois qu'il a fait de mémoire, il a fait bouquin, il a illustré un bouquin qui reprenait Alice au pays des merveilles, qui est juste magnifique. Magnifique. Ouais, vraiment, il a vraiment une patte graphique très reconnaissable. Il a fait énormément d'expos. Moi, je vous invite à vous renseigner sur ce monsieur parce que voilà, il a vraiment un univers à lui. Et franchement, la qualité de ses illustrations sont vraiment tombées par terre. Et voilà. Et du coup, voilà, en tant que véritable passionné de la culture japonaise, il avait du coup parlé de ce projet-là sur les réseaux sociaux, en disant que voilà, il voulait absolument travailler sur cette thématique-là. Du coup, il a collecté une dizaine de récits parmi les écrits originaux de Lafcadio pour les enrichir avec voilà, sa patte graphique et illustrations vraiment très inspirées des estampes traditionnelles et à mi-chemin entre les estampes et à mi-chemin entre voilà, sa petite touche occidentale. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez y jeter un œil. C'est vraiment un bouquin de qualité et vraiment pour la finition, c'est au prix d'une vingtaine d'euros, je crois. Ça se trouve partout, Amazon, votre libraire le plus proche. Enfin, bref, c'est aux éditions Soleil et vraiment pour 20 boules, je trouve que le livre est juste magnifique en soi. C'est un bel objet et ouais, allez taper son nom sur Google, donc Benjamin Lacombe, si vous ne connaissez pas déjà, parce que voilà, il a vraiment un univers à lui. Tapez son nom parce qu'il y a déjà la description en bas du podcast, mais vous pouvez quand même le faire pour enrichir un peu votre connaissance. Mais oui, justement, c'est pas un cadeau que tu as eu à Noël dernier d'ailleurs, ça? Parce que c'est sorti récemment quand même. Exactement. Alors, franchement, je crois savoir que ça a été publié il y a longtemps en vrai, parce que je crois que c'était un truc du genre 2019. C'est ça. En novembre, si j'ai bonne mémoire, ou si Ouais, je lis bien voilà. mes notes. Ou si tu lis bien la bio. Oh là là, c'est vieux. Mais ouais, c'est du coup, moi je l'ai eu pour Noël, je pense, voilà, de mon copain qui a eu une très bonne inspiration dessus. Et ça m'a fait découvrir d'ailleurs l'Afcadio Earn, que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, ouais, j'en suis vraiment tombée amoureuse parce que le bouquin est juste trop, trop beau, mais vraiment trop, trop beau. Après, voilà, je pense que s'il faut pousser dans les yokai japonais, c'est peut-être pas le bouquin qu'il vous faut, mais en tout cas, c'est une bonne entrée en la matière. Et ça permet voilà, de survoler un peu l'univers des yokai japonais. Donc voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est foncer ou si vous avez un cadeau à faire, allez-y. Toi, tu connaissais déjà du coup l'illustrateur? Moi, je fais partie des bons copains qui ont des bonnes idées parce que je l'ai offert à ma femme à Noël. Et, Juste, je voudrais faire une petite parenthèse. On parle de personnes différentes là, entre j'ai offert à ma femme et mon copain m'a offert. Oui, absolument. Ouais. Ah d'accord, ok. Tu as des enfants, Anya? mais tu es là? Mais tu es dans la salle à côté? Ah d'accord. Scoop dans le contrecast. Non, vas-y, pardon, je te laisse continuer, Cotrus. Ouais, et en fait, on connaissait depuis, ça fait un petit moment qu'on connaît Benjamin Lacombe, en fait, j'allais dire à la maison, mais oui, c'est ça. On avait déjà été faire une dédicace à côté de chez nous au Chapitre, qui est une super petite librairie pour enfants, que je vous conseille, qui est dans le 13e.
Et ouais, moi, ça fait un petit moment que je suis son travail d'illustration. Je suis complètement fan. En fait, pour le décrire, je sais pas ce que tu en penseras, Anya, mais pour moi, c'est du Tim Burton mélangé avec de la peinture classique, quoi. Ouais, C'est-à-dire que exactement. Ouais, parce il fait des trucs très jolis, mais c'est toujours un peu dérangeant parce que comme il déforme les visages et comme je sais pas, il y a toujours cette espèce d'atmosphère un peu étrange, un peu fantastique, et en même temps il mélange ça avec des couleurs parfois très vives et des fleurs et ce genre de choses. Donc c'est assez fantastique ce qu'il fait. Moi, je vous conseille de creuser. En plus, il fait énormément de merchandising autour de ses illustrations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des notebooks, vous allez pouvoir trouver des montres, vous allez pouvoir trouver des sacs, des trucs comme ça. Donc en fait, allez-y quoi. Franchement, allez voir et si vous aimez son art, vous allez être comblé quoi. Et ouais, je l'ai pas encore lu et je vais les lire parce que ça a l'air hyper intéressant. Et autre chose que je vous conseillerais pour tout ce qui est BD autour de la culture japonaise, il y avait 619, les mêmes qu'on fait Doggy Bag et tout ça, qui ont sorti des anthologies autour des sorcières en fait qui s'appellent Midnight Tales. Et en fait, le tome 4 est consacré aux sorcières dans l'univers japonais. Donc en fait, que ce soit à la période des samouraïs ou pendant Hiroshima ou ce genre de choses. Et en fait, on retrouve aussi ces thématiques-là. En plus, c'est très féministe, c'est vraiment super bien. Donc si vous aimez bien tout cet univers-là en BD et l'univers de fantômes et d'esprits en Japon, je vous conseille le tome 4 de Midnight Tales, quoi. Tout à l'heure, au niveau de la couverture, on voit en fait une jeune femme qui a la tête coupée en deux comme si elle avait été tranchée par un sabre de samouraï justement. Donc ce qui explique le côté un peu étrange, dérangeant, je sais pas si c'est le terme, mais Oui, il y a des jolis papillons qui en oui, sortent. exactement, ouais, tout à fait, c'est ça. exactement. Voilà. Il est vraiment très Non, fort mais là-dessus, quoi. il y a vraiment. Alors, ce que vous verrez pas, du coup, en n'ayant pas le livre, c'est qu'il y a vraiment des travails de finition. Il y a de la dorure un peu partout. Il y a des papiers différents qui sont utilisés en transparence pour vraiment donner du corps à l'illustration. Et franchement, c'est un des ouvrages. Enfin, pour une vingtaine d'euros, je trouve que c'est un très très bel objet. Ouais. Et je crois que tout ce qu'il a publié depuis est à peu près dans les mêmes tranches de prix. Il a fait énormément de littérature jeunesse, donc il a fait, voilà, je disais, il avait fait Alice au pays des merveilles, mais il a aussi fait Le Petit Chaperon Rouge. Il a fait, pardon, il a fait Blanche-Neige, il me semble. Enfin, il a vraiment bossé sur des univers différents et même en termes de littérature adulte, je crois qu'il a aussi bossé sur les contes macabres de Poe. Il a fait un peu de Victor Hugo. Enfin, c'est vraiment un touche-à-tout. Et ça, tu le sens dans la façon dont il traite son illustration. Effectivement, tu as ce côté un peu Tim Burton, parce que il y a toujours une patte un peu dérangeante. C'est toujours des univers un peu fantastiques, mais avec une petite touche toujours un peu sombre à chaque fois. Ouais. Et franchement, c'est trop beau. Moi, je suis tombée amoureuse du bouquin avant de tomber amoureuse du contenu. Ouais, non, mais il est fantastique, Benjamin Lacombe, hein. Franchement, il est très talentueux, pardon. Question, alors tu l'as un peu évoqué au niveau du prix. Alors je me suis renseigné, c'est 20 euros en dématérialisé et 30 en physique. Ça me paraissait un petit peu cher pour un bouquin. Après, je connais pas la contenance, enfin la taille, mais tu l'as peut-être justifié avec les différents types de papier ou tout ce qui est un peu l'aspect du livre au global Ouais, aussi. ouais, clairement. Bah, tu vois, moi j'ai eu l'occasion de bosser pour du print et je peux te dire que voilà, la finition fait que tu vois, c'est plus d'une centaine de pages en reliure. C'est ultra quali. Enfin voilà, le bouquin, tu le mets dans ta bibliothèque et c'est beau, quoi. Enfin, juste. Après, je me doute bien que ça justifie pas forcément un achat, mais voilà. De toute façon, tout ce qui est tous les projets de Lacombe, c'est vraiment des petits trésors en soi. Il a vraiment une patte incroyable. Donc voilà, c'est vraiment en fait, même si en soi c'est pas forcément des récits d'auteur, c'est en tout cas un travail d'illustration assez incroyable. Et donc effectivement, c'est peut-être plus dans des 30 euros. Désolée pour pour le mauvais prix. Mais ouais, tu vois, 30 euros, moi je trouve ça très correct au vu du bouquin. Après, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est un peu plus cher que la moyenne et je comprends tout à fait la justification. Donc,
Alors moi j'avais quand même deux autres questions. La première c'est de ce que j'ai lu sur la description du livre, c'est en fin de livre, la création de jeux inspirés de jeux anciens offre la possibilité de raconter sa propre légende de yokai. T'as été jusque-là? Est-ce que tu peux nous dire dessus? Ouais, j'ai été jusque-là. Après, j'avoue que je m'y suis pas penchée. Mais en fait, parce que amoureux de la culture japonaise, il a aussi voulu traiter des jeux comme en fait, l'équivalent des jeux du jeu de loi pour les Nippons. Et il y a, en fait, t'as plein de petits jeux. Je crois que tu as 3 mini-jeux qui sont proposés en fin de bouquin avec des annexes sur les sources, etc. Et sur des annotations de chaque récit. Euh, et c'est ouais, c'est marrant parce que après, bon, voilà, le mec te propose de découper les trucs. Mais en fait, il touche pas parce que c'est tellement un bel objet que t'as pas envie de massacrer le truc. Mais ouais, il y a 2-3 petits jeux qui sont proposés et qui sont 2-3 petits jeux enfants en fait, très ancrés de la culture japonaise, pardon. Et, euh, et ouais, et au-delà de ça, il y a de la poésie, il y a du récit, il y a des contes, il y a des mythes, il y a un peu de renseignements sur sur la culture nippone en général. Et voilà, je trouve que ça en vaut vraiment le coup d'œil. Donc n'hésitez pas. Franchement, moi j'en suis tombée amoureuse et je pense qu'effectivement, si vous avez envie de aller plus profondément dans l'histoire des esprits japonais, je pense qu'il y a X mille recueils qui le feront très bien aussi. Mais voilà, là là où aussi c'est paye aussi le travail de l'illustrateur derrière qui a fait vraiment un travail assez canon sur cette œuvre. Je me disais s'il y avait 6 histoires, 6 contes, est-ce qu'on sait si un autre ouvrage du même genre est à venir ou où il s'arrête là, c'est un projet one shot Non, c'est un projet one shot puisque je crois que comme je le disais, c'était un truc qui a été tiré de ce que l'Arcadio Hearn avait écrit à l'époque. Il y en a que 6. Mais je crois que même au-delà de ça, il y a des ouvrages un peu plus génériques qui traitent de la chose. Là, comme ça, j'en ai pas forcément en tête, mais tu vois, que Truss nous parlait tout à l'heure de la BD qui traite un peu de la thématique. Je pense que même dans la bibliographie de l'Afcadio, vous trouverez des récits et dans lesquels il va implémenter des contes et des légendes parce que ça fait aussi partie du folklore général. Il a fait énormément de récits de ses voyages et voilà, et tout ça, c'est des morceaux d'histoire qu'il a recueillis à travers son expérience au Japon. Et donc forcément, je ne doute pas que dans les autres bouquins, il y ait des références à ça. Truss, le mot de la fin peut-être, est-ce que tu vas retourner voler le livre pour le lire après l'enregistrement? Ouais, j'étais en train de réfléchir où est-ce qu'elle l'avait rangé là. Je pense que je vais foncer dessus. Parce que, et oui, comme disait Anya, le travail d'éditeur est fou et le livre est même agréable au toucher en fait. Parce que la couverture, elle est faite un mélange de tissu, un peu, c'est pas du vrai tissu, mais ce genre de truc, avec en plus du vernis sélectif. Donc, ouais. Non, mais foncez, de toute façon, quand vous verrez le bouquin dans les rayonnages, vous aurez envie de l'avoir, quoi. Et donc c'était Histoire de fantômes du Japon, donc merci Anya de nous a représenté, c'est sorti en novembre 2019, ça vaut 30 € en physique ou 20 € en démat, ou sinon c'est aussi disponible sur Isneo. À défaut d'avoir pu réussir à devenir une légende dans Hearthstone l'année passée, notre ami Quetrus a préféré monter dans le train pour entreprendre une autre histoire de cartes. Je ne vous cache pas que je crains un peu d'apprécier ses paroles et de vite plonger dans Monster Train, mais je vais d'abord le laisser nous en parler. Vas-y Quetrus. Mais c'est sûr que tu vas tomber dedans. Ah Pourtant, non. mais si. Parce que j'ai commencé à t'en parler sur ton fabuleux Discord, parce que vous ne le savez pas, mais John Couscous a un Discord où il annonce ses streams Twitch. Il est trop Ah, tu modeste. parles du lien qui est en bas de la description du podcast là? Bon bah ok, Ah je suis putain, mal je l'avais celui-là. pas vu. Ah, mais il est écrit tout petit, mais il faut le mettre plus gros. Ok. Oui, absolument. Et ben en fait, ça fait écho, je crois, je crois que c'est une de mes premières chroniques que j'ai faites au Contrecast, après celle sur l'art du contrevent. C'est sur Slay the Spire, qui était aussi un jeu de cartes deck building roguelike. Oui. Donc, en fait, voilà. Mais ça commence à dater un petit peu. Et donc là, il y a Monster Train qui est sorti le 20 mai dernier, si je ne m'abuse. 21 mai, très exactement. Le développeur, c'est Shiny Show. Shiny Shoe.
Alors ils ont pas fait beaucoup de jeux tout seuls, j'ai l'impression, donc c'est vraiment leur dernier né, et j'ai l'impression que c'est vraiment leur création. Ils ont fait pas mal de collabs sur des remasters comme Day of the Tentacle ou Grim Fandango. Banner Saga. Ouais, ils ont banné. Ils ont travaillé sur Banner Saga aussi, les trois. Voilà, ils ont travaillé sur plusieurs choses, mais si je ne m'abuse, Monster Train, c'est vraiment leur petit bébé. Donc c'est pas une collab. Peut-être qu'ils attendaient de faire des collabs pour se former et sortir leur jeu. Et donc c'est un deck building roguelike. C'est-à-dire que on va monter un deck de cartes qui va nous permettre de traverser des épreuves jusqu'à battre le boss final. Alors c'est quoi l'histoire de Monster Train? C'est assez rigolo. C'est l'enfer est presque gelé. Les enfers sont presque gelés. C'est-à-dire qu'il reste encore une petite flamme, une petite braise qui permettra de rallumer l'enfer et donc de permettre à toutes ces créatures d'y survivre. Parce que oui, c'est pas parce qu'ils sont en enfer qu'ils n'ont pas le droit de vivre, évidemment. Et donc notre but, c'est d'emmener cette braise au cœur de l'enfer. Et comment on y arrive? Et ben grâce à un train. C'est dans le titre, c'est facile. Grâce à un train. Et dans ce train, nous avons nos minions. Donc en fait, on va commencer la partie avec un certain nombre de cartes de départ. On va choisir aussi, on va avoir aussi un héros de départ. Et tout ça est décidé par un clan majeur et un clan mineur. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit soit de le choisir, soit de le mettre au hasard. C'est un clan de monstres majeurs et un clan de monstres mineurs, parmi 5 clans différents, qui évidemment vont tous avoir des formes, un historique, un bestiaire et surtout des gameplays différents. Et on va aller combattre les forces du bien, les anges, sous différentes formes, parce qu'il y a différents clans d'anges également, qui vont nous empêcher d'atteindre le cœur de l'enfer et nous empêcher de rallumer ces flammes. Donc comment ça se joue? Donc on va avoir des créatures, on va avoir des sorts, des créatures avec des attaques, des défenses et des pouvoirs spéciaux. Jusque-là, rien de nouveau, sauf et un coup pour pouvoir les jouer évidemment. Sauf que on va pas se retrouver dans un jeu de cartes classique où on va avoir quelque chose de comment on va dire de linéaire avec d'un côté tes héros et de l'autre côté les monstres à battre. Là, on va se retrouver dans le train. Et dans le train, comment? Avec 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau bas, un niveau médium et un niveau haut. Et encore au-dessus, on a la braise, notre brasier, qu'il faut protéger. Et comment ça va se passer? Donc normalement, les monstres vont arriver par l'étage du bas. On va commencer à les combattre, puis à chaque fois que le combat se finit, donc des rounds si vous préférez, ils vont monter d'un étage, puis d'un étage. Et si on les laisse aller tout en haut, au niveau du brasier, bah, ils vont commencer à attaquer le brasier. Et le brasier a un nombre de points de vie. Si les points de vie tombent à 0, évidemment, on a perdu la partie. Le Peut-être brasier. avoir Défense en fait en plus ou ça me fait penser à Plants vs Zombies par exemple où faut pas que ça arrive à la maison, ils avancent niveau par niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on peut voir ça, sauf que là c'est vertical et oui, c'est un peu le même principe, c'est vrai, avec évidemment des mécaniques un peu différentes. Le brasier peut se défendre, ça veut dire qu'il va se faire taper, il va répliquer sur tous les monstres, donc on peut jouer avec les points de vie de son brasier pour gagner. Plus on perd de points de vie sur son brasier, plus la partie va être dure. Donc voilà. Et à chaque fin de niveau, entre guillemets, on va gagner un peu d'or, on va gagner une carte du clan majeur, une carte du clan mineur, qu'on a le droit ou pas de refuser, un peu comme on Slay the Spire, comme si vous connaissez. Et voilà. Et après, entre chaque niveau, donc on descend en fait en enfer, donc on va à chaque fois traverser des strates, des jardins, des mondes un peu plus, des mondes glacés, des mondes un peu plus bizarres les uns que les autres. Et on peut choisir entre 2 voies. Comme c'est un train, évidemment, il y a des rails. Et entre chaque niveau, on va pouvoir choisir la voie de gauche ou la voie de droite. Et en fait, pourquoi on doit choisir? Parce qu'il y a des bonus différents de chaque côté. Donc ça va être des magasins qui vont vous permettre d'améliorer vos créatures, d'améliorer vos sorts, ou de pouvoir acheter des artefacts. Les artefacts, c'est des bonus globaux. Ou alors retirer des cartes de son deck, ou alors gagner de l'argent, soigner son brasier, et je crois que c'est tout. Ou alors dupliquer des cartes, etc. Donc voilà, hein, c'est un roguelike deck building un peu classique pour ceux qui connaissent. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Les mécaniques sont très riches, c'est-à-dire que chaque clan, on va en fait au début qu'on commence pas avec toutes les cartes des clans, on a des espèces de quêtes
qui vont nous permettre de débloquer les cartes. Donc ça a l'avantage de ne pas se retrouver avec la quarantaine de cartes par clan à apprivoiser et surtout à comprendre dès le début. Donc ça, c'est très didactique. Pareil, au début, on commence avec 2 clans. On choisit, donc on n'a pas trop le choix, donc on prend un clan principal, un clan mineur et on part à l'aventure. Et en fait, en remplissant aussi des quêtes, des défis, par exemple jouer plein de créatures avec des cris de guerre, pour employer les mêmes termes que Magic, là on va pouvoir débloquer un nouveau clan et on va pouvoir jouer avec, etc. Et oui, donc il y a des mécaniques très très différentes. Il y a des clans qui sont agressifs, donc qui ont les cornus par exemple, qui vont avoir des créatures qui sont là vraiment pour taper très fort, mais qui vont coûter cher à poser, qui vont prendre beaucoup de place dans le train, parce que oui, évidemment, on est dans des wagons, donc dans les wagons, on peut pas mettre 10 monstres dans un wagon s'il n'y a pas la place. Donc tu as aussi un nombre limité de places et certaines créatures vont prendre plus ou moins de place. Il y a des clans qui vont marcher sur le sacrifice d'autres petites créatures. Les sous-bistres, ils appellent ça en français, c'est très rigolo, c'est des petites créatures qui font penser un peu justement à des petits yokai qu'on peut trouver dans les mangas ou dans les animés japonais, et en fait qui ont une particularité, par exemple, en fait à la fin du tour, elles se font manger par la créature qui est le plus à droite, et ça lui donne des bonus. On a des clans qui sont très basés sur les combos de sorts, etc. etc. Euh, voilà, il y a 220 cartes, je crois, en tout, qu'il faut débloquer au fur et à mesure. Donc il y a 5 clans, il y a à peu près une centaine d'artefacts, il y a une vingtaine d'événements aléatoires qui vont pouvoir vous arriver au fil des niveaux. Voilà, et en fait, il y a ce qu'on appelle les niveaux d'alliance, qu'il y avait un peu aussi dans d'autres jeux de cartes comme Slay the Spire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu bats un boss, enfin que tu finis le jeu plus ou moins, plutôt, tu vas pouvoir dire tu vas passer d'un niveau de difficulté supérieur. Donc il y a 25 niveaux de difficulté. À chaque fois que tu bats un boss, tu peux décider de passer niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. Et à chaque fois, ça va te rajouter des difficultés. Les boss vont être plus forts, les monstres à la fin, le boss de fin va avoir plus de points de vie. On va te rajouter des cartes mortes dans ton deck de départ, et ce qui est dans un deck building est très grave parce que ce que tu veux, toi, c'est un petit deck qui tourne très vite pour pouvoir réaliser des combos. Enfin, ce genre de choses. Les monstres vont avoir plus d'attaque, plus de défense, etc. Donc voilà, c'est un super bon deck building roguelike. Si vous aimez bien le genre, allez-y parce qu'en plus il est hyper accessible. Et le petit plus, voire même le gros plus qu'il y a sur celui-là, c'est qu'ils ont rajouté des modes multijoueurs. Alors il y a plusieurs types de modes multijoueurs. Il y a un gros mode multijoueur où tu vas jouer à 8 simultanés si je me trompe pas. Tout le monde part avec les mêmes clans de départ, avec les mêmes cartes de départ. Et en fait c'est minuté, et c'est celui qui arrive évidemment à battre le jeu le plus vite possible qui le remporte. Il y a aussi des modes où par exemple il y a des défis quotidiens, c'est-à-dire que c'est pareil, on a un setup de base avec plus ou moins de malus, plus ou moins de bonus, tel ou tel clan, telle ou telle carte de départ, et il faut essayer de battre le jeu. Et le truc encore plus fort, c'est qu'ils ont fait des modes de défis personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes créer un mode de défi avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de conditions dures ou pas de départ, et on peut le proposer à nos potes, ce genre de choses. Voilà, donc en fait ils ont un peu réussi. Enfin, je veux dire, les roguelites c'est cool, mais t'as toujours un peu l'impression de te battre contre le jeu. Enfin, c'est pas une impression, c'est ça. Et t'as un petit côté scoring, t'as un petit côté celui qui fait le plus fort, celui qui marque tout, qui débloque toutes les cartes, qui débloque tous les défis, etc. Mais bon, voilà, tu peux le poster sur Twitter, c'est cool, t'es content, mais ça va pas plus loin. Et là, en fait, le fait que tu puisses interagir avec tes amis ou avec une communauté, d'un coup, ça rend le jeu vachement plus vivant. Et en plus, dans le registre, c'est-à-dire la liste des cartes que tu as réussi à débloquer et les fois où tu as battu le jeu avec certaines paires, avec des paires de clans, et sur le côté, tu as aussi le niveau d'alliance, donc le niveau de difficulté maximale que tes amis ont réussi à faire. Donc il y a un petit côté concours, il y a un petit côté interaction qui est sympa. Et voilà, c'est pour ça que tu dois avoir le jeu, John, et qu'on se fasse quelques petits défis, quelques petites parties en multijoueur. Et du coup, ça m'amène à plein de questions. Alors justement, déjà, la comparaison avec Slay the Spire me paraît assez évidente. Je sais plus au bout de combien de temps ils ont ajouté un personnage supplémentaire. Est-ce qu'il y a déjà dans une roadmap des choses qui pourraient arriver en plus, des cartes en plus, des héros en plus, et que c'est déjà annoncé, ou on ne sait pas encore, c'est un peu trop tôt? Alors c'est pas annoncé. C'est sûr que le jeu est amené, en plus vu le succès qu'il a, le jeu est amené à avoir des nouveaux clans. Donc tu rajoutes un clan,
Et en fait, tu as combien de combinaisons en plus? Bah, c'est ce clan-là en majeur avec les 5 anciens clans, ce clan-là en mineur avec les 5 anciens clans. Déjà, ça te rajoute, voilà, ça te rajoute 5 combinaisons en plus à réaliser. Et si tu veux vraiment te la péter, c'est-à-dire faire toutes ces combinaisons-là en rang 25, en alliance 25. Donc tu vois, rien que de rajouter un clan, à mon avis, ça rajouterait énormément en temps de jeu. Mais là, il est déjà hyper complet en fait. Et il y a tellement de combinaisons possibles à faire. Il y a tellement de, oui, c'est ça, de combinaisons et de games différentes à faire que pour l'instant, le jeu est très 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 complet. Et voilà, moi j'y ai passé un peu plus de 20 heures et franchement, j'ai juste gratté la surface, quoi. C'est ma question d'après, donc le temps que tu avais passé. Mais après, j'ai quand même l'impression que si tu retires le côté multi, ça reste un Slay the Spire un peu différent. Mais au final, enfin, c'est juste que c'est pas toi qui prends le dégât directement, mais c'est le brasier, pardon, que tu disais tout en haut. Mais est-ce que, enfin ouais, sur la partie solo, est-ce qu'on est quand même plutôt proche d'un Slay the Spire? Il est pas si proche que ça de Slay the Spire. C'est vraiment deux jeux différents, mais c'est deux roguelike deck building. Mais ce qu'apporte en plus Monster Train, c'est que comme tu dois placer tes monstres dans dans trois étages différents et dans des positions différentes, parce qu'en fait tes monstres tu peux les mettre l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre, etc. Et en plus tu as aussi des cartes qui te permettent de changer de niveau, de changer de place, etc. Il y a déjà ça serait dur de dire il est plus complexe, il est plus complet que Slay the Spire parce que c'est pas vrai, parce que Slay the Spire, son gameplay il est là, il est très bien, ça marche super bien, c'est fantastique. Mais là, Monster Train ajoute ouais une complexité ou peut-être on peut parler de dimension vu que c'est un train à plusieurs étages, une dimension différente quoi. Et dans Slay the Spire, tu te bats juste avec ton héros, tandis que là, tu as un deck où tu vas avoir des monstres à poser, à jouer avec. Non, c'est un. Ouais, il est plus riche, entre guillemets, mais ça veut pas dire que Slay the Spire, c'est mauvais. Voilà. Il y a quand même un truc qui, je trouve, est relativement différent, c'est que Monster Train est quand même plus joli. Enfin, je sais pas quel est ton avis, mais enfin, par rapport à Slay the Spire que j'aime beaucoup, C'est je le trouve un... différent. Oula, je sens qu'Anya va intervenir, vas-y. Non, non, en plus, voilà, Slay the Spire, j'ai vraiment survolé parce que vraiment, toujours les roguelikes, c'est pas forcément genre le genre de jeu sur lequel je m'attarde. Mais, mais Slay the Spire, c'est une DA différente. C'est pas que c'est plus beau. Effectivement, je vois je vois ce que tu veux dire, mais c'est deux DA différentes pour moi. C'est pas, c'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas quoi. Voilà. C'est Ouais, je suis d'accord. parce que Slay the Spire, c'est vraiment c'est plus simpliste parce que voilà, ça a moins ce côté créature avec la FX et tout ça. Mais ouais, c'est deux univers différents et il y a un côté handmade craft dans Slay the Spire qu'il y a moins dans Monster Train, d'après ce que je vois. Ouais, je suis d'accord. C'est deux styles complètement différents. Tu vois, moi, perso, Monster Train, je trouve pas très beau. Enfin, c'est pas très beau. C'est dur de dire ça. Je suis pas fan, en fait, de l'ADR. Après, les cartes, ça marche très bien, etc. Tandis que Slay the Spire, je suis très très fan de l'ADR. C'est vraiment, je trouve que justement, il y a un côté justement pas facile en fait, tu vois, tu vois qu'il y a vraiment une patte artistique, il y a quelque chose. Là où Monster Train, ça tombe un peu plus, mais c'est méchant, je veux pas le critiquer parce que les illustrations sont cool aussi, les animations sont cool, mais ça tombe plus dans le classique, tu vois, que tu peux avoir un peu kitschoun avec les jeux de cartes, quoi. Mais les deux sont très bien finis, ça c'est sûr, tu vois. Mais c'est deux visions artistiques différentes, quoi. Ok, donc on n'est pas forcément du même avis sur la partie Voilà, DA, c'est ça. mais je peux comprendre. Par Euh, contre, Vas-y. la musique est enfin, est super bien sur Monster Train. C'est-à-dire que chaque niveau a sa musique et même si elle est très prenante, tu vois, elle est très présente, donc ce qui peut gêner, je pense, certains joueurs. Bah, tu te retrouves des fois, tu sors de la partie, et tu te retrouves à fredonner le truc dans ton couloir, quoi, ou dans ton salon, etc., quoi. Et oui, parce que aussi, comme tous les deck building roguelike, les parties sont longues, quoi. Faut compter, je pense, à peu près 1 heure pour finir une partie. Si tu te prends la tête à réfléchir longtemps sur tes plays et sur ta construction, ça peut encore monter plus haut. Si tu joues très vite, mais tu n'auras pas beaucoup de chances de gagner, tu vas jouer moins. Donc voilà, quand t'es parti pour un run, t'es parti pour un run. Alors même si tu peux quitter et revenir,
c'est quand même, c'est quand même des parties qui prennent du temps, mais c'est normal. Et, pour le coup, je pense pas que c'était aussi long, mais c'est vrai qu'en y repensant, Slay the Spire, c'est pas forcément court non plus quand tu vas loin. Donc Non, c'est ça. ça justifie. Bah, je pense que ce qui manque pour me convaincre à 100%, c'est le portage console, exactement comme il y a eu sur Slay the Spire, parce que quand on avait parlé, ça m'avait motivé, mais j'ai commencé à y jouer sur C'est vrai. Switch, donc Ouais, ouais, au final. exact, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais je pourrais y jouer sur PC quand même, donc et évidemment, il y a bien sûr le lien de la chronique de Slay the Spire, qui a quelques mois maintenant, qui se trouve tout en bas. Anya, toi, c'est moins ton genre, tu disais, et tu as défendu la partie DA parce que ça te touche particulièrement. Mais qu'est-ce que tu penses de Monster Train? Est-ce que tu auras envie de faire une partie avec nous? Alors, moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est parce que j'ai aucune patience et j'ai aucune notion de strat sur plusieurs coups. J'arrive pas. C'est juste au-delà du fait que j'aimerais bien me lancer dans le truc. J'ai essayé tous les jeux de deck building, à part quand c'est des jeux de plateau. Ou de roguelike, j'ai vraiment du mal. Mais j'aime bien le petit pitch. J'aime bien. J'étais en train de regarder tout à l'heure en même temps que Truss chroniquait. J'étais en train de regarder leur site et j'aime vraiment beaucoup l'univers et même la notion d'avoir plusieurs strates à travers les niveaux. C'est vachement intéressant et je vois la portée stratégique que ça peut apporter derrière. De même que le sens des monstres etc. Donc voilà. Alors, en toute honnêteté, je pense que je fais pas partie du public, mais en tout cas, je trouve que ouais, ça change un peu des autres roguelikes que j'ai vu sur le marché. Il y a un côté un petit côté fraîcheur, un petit côté un peu différent qui le rend un peu plus attirant que les autres peut-être. En tout cas, moi, Peut-être. c'est vendu. Que Truss, Yes. le mot de la fin, à part je t'attends pour jouer, c'est quoi? Ouais, rate pas le train. Ah, oh là. Oh là Le là. train du bonheur. Oh là là, c'était très nul, c'est génial. Ouais, mais on va garder ça parce que tout le monde mérite d'entendre cette blague magnifique. C'est vrai, bah, c'est moi qui monte, donc C'est c'est vrai vrai, qu'on va la garder. Non, on va la mais garder, bien sûr. j'assume. En tout cas, merci de nous avoir parlé de Monster Train qui est dispo donc sur Steam uniquement pour l'instant depuis mai 2020 et qui est autour d'une vingtaine d'euros. Une grosse vingtaine, 20-22 euros. Non, c'est 20,99, mais il y a souvent des réductions, donc ouais, Il c'est est 20 même euros. en réduction avec les soldes d'été de Steam, donc pensez-y maintenant. Eh bah foncez, allez l'acheter. Et donc c'est l'heure de faire un petit point sur le défi. Donc le mois dernier, je vous avais dit, suite à une expérience personnelle, de reprendre quelque chose que vous aviez commencé il y a au moins 12 mois. Je vais commencer par moi, parce que j'ai pas trop parlé. Moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un jeu qui est sorti initialement, j'ai un doute en le disant, mais je crois que c'est en 1997, et qui a été... Si c'est ça, et qui est réapparu 20 ans plus tard sur les nouvelles générations de consoles, dans une trilogie qui s'appelle Insane Trilogy, et c'est Crash Bandicoot, un jeu que j'adore. Enfin, c'est un jeu sur lequel j'ai souffert étant adolescent, et j'ai continué à souffrir dessus en 2017 puisque j'ai refait les 3 jeux, mais j'avais pas platiné ces jeux-là. Et du coup, en 2020, 3 ans plus tard, j'ai rejoué et j'ai platiné le 3, le 2, et là je suis en train de faire le premier. C'est un peu dur, c'est un peu long, mais je le fais sur Twitch. Je vais pas refaire ma pub, mais en tout cas, je le fais en direct avec des viewers et j'adore, je suis trop fan. Je sais pas Grand pourquoi j'ai pas maso, fait ça. Pardon? t'es maso. Ouais, concrètement ouais, parce que ouais, je les ai fait par ordre de difficulté croissante, donc moins difficile au plus difficile. Là j'arrive au bout du 1, il me reste pas grand chose à faire et peut-être que j'aurai déjà le platine au moment de la diffusion du podcast. Mais ouais voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai cette affection pour ce jeu qui est franchement pas incroyable, mais c'est la plateforme, c'est un de mes genres préférés, en tout cas c'est le genre que j'avais mon genre préféré de quand j'étais gamin et ça va quand même un peu resté aujourd'hui. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai regardé la boîte un jour et je fais, mais c'est vrai que j'ai jamais fait les trophées platine et moi qui suis très trophée, et ben je me suis remis dedans et clairement je souffre. Je fais des niveaux, mais enfin ouais, en fait, c'est surtout la partie chronométrée des niveaux qu'il faut faire, c'est-à-dire réussir quasiment sans erreur à aller au bout d'un niveau et dans un temps très très rapide. Et j'ai pas mal transpiré sur ce jeu, mais je suis plutôt fier d'avoir presque tout fait, et peut-être même tout fait au moment où vous écoutez ça. Donc, pas si vous étiez joueur ou pas de Crash Bandicoot, si vous avez déjà testé, mais c'est pas le jeu de plateforme parfait, mais il m'a marqué, et du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je le reprenne 3 ans après, même si... Et oui, et pour la petite anecdote, c'est que j'avais jamais fini le 1 à 100%,
Aujourd'hui, c'est fait, sans les chronos, mais j'ai eu toutes les gemmes du jeu. C'est un truc que j'avais jamais réussi à faire avant. Alors peut-être que je m'étais pas. J'ai trouvé un côté maso en moi qui était caché, qui fait que j'ai mis 20 ans à le faire. Mais voilà, en tout cas, je l'ai fait. Donc je pense pouvoir dire que j'ai réussi mon défi. Ma vie. Ah non. Ma vie aussi, ouais. Ma vie, ça va. Je suis content de ma vie pour l'instant. Mais en tout cas, le défi, ouais, c'est plutôt réussi. Toi, Cutrus, tu dois connaître ce genre de jeu Alors, un Crash peu Bandicoot, fieux. ouais, je connais, mais je vais te surprendre, j'ai jamais joué. Bah c'est pas grave, je t'en veux pas. Et C'est je vrai? te recommanderais pas d'y jouer parce que c'est un jeu que je pense qu'on doit redécouvrir mais qu'on doit pas découvrir aujourd'hui. Il est, je pense, inutilement difficile et parfois injustement difficile. Non, mais il a quand Contrairement même. à des Dark Souls, les trucs qui sont exigeants, genre un Hollow Knight, il y a plein Mhm. d'exemples. Là, c'était dur à l'époque, ça a été recodé de la même façon et c'est toujours aussi dur et c'est pas un jeu à découvrir en 2020, je pense. Il fallait l'avoir connu à l'époque, il y a la nostalgie qui parle, quoi. Mais c'est quand même un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, quoi, j'ai l'impression. Parce que c'est quand même c'est un jeu qui revient souvent dans les discussions, dans les mèmes, ou quand il y a des illustrations sur l'univers du jeu vidéo au global, en fait, on retrouve toujours Crash Bandicoot. C'est vrai, et il y a une raison à ça aussi, c'est que ça a été fait par Naughty Dog. Et Naughty Dog, c'est quoi? Alors, c'est la série Crash Bandicoot sur PS1, Jack and Daxter qui est un peu moins connu sur PS2, et après, c'est Uncharted et The Last of Us. Donc, c'est aussi des jeux qui sont relativement marquants pour leur richesse, pour leur narration. Derrière, alors Crash, il n'y a pas une narration, hein, clairement, mais Oui, on c'est ce s'en que j'allais fout. dire. Mais en tout cas, c'est la trilogie moteur du studio qui a donné des jeux incroyables par la suite, jusqu'à The Last of Us Partout, qui est pour moi le GOTY 2020 d'ailleurs, mais je ferme la parenthèse. Et voilà, donc c'est notamment aussi pour ça, je pense que Crash est encore plus connu. Enfin, le studio de manière générale, Naughty Dog est Ouais. connu. C'est ce qu'a fait ce qu'a fait leur fortune, entre guillemets, ou ce qu'ils a lancé, non? C'est ce qu'ils ont lancé. Après, ils ont revendu la licence à Activision pas longtemps après, on va dire le 3. Et même là, Oups. ils ont annoncé Crash 4 tout récemment. Je suis hyper excité. Il sort le 2 octobre, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, ils font même un tacle à la fin de leur trailer. C'est qu'en fait, les Crash Bandicoot, c'est les 3 premiers, plus un jeu de karting, plus plein de jeux de plateforme ou de Mario Party-like, etc. Mais sur GBA, enfin sur plein de supports qui n'étaient pas entre guillemets officiels, en tout cas pas du Naughty Dog. Et à la fin de la vidéo, il fait: mais combien de fois vous l'avez battu le boss de fin? Il dit: bah 3 fois, pourquoi? Il fait: ah, je pensais que c'était plus. Et tu sens le petit troll en fait enfin l'attaque frontale pour dire: bah non, en fait on Le tente petit d'être le pic. vrai 4ème jeu, quoi. D'accord. Donc tu nous feras une chronique. Bah oui, parce que je vais l'avoir Day One si je l'ai pas en avance, et oui, et je vais le finir et je vais le platiner comme tous les Crash, je pense, Oh d'ici là, là mais là. C'est dit. c'est dit, voilà. Mais bref, j'ai assez parlé de mon amour pour Crash Bandicoot, je vais laisser la parole à Anya qui m'a jugé très fort juste avant, pour savoir. Non, mais moi, c'est cette quête de platiner, de complétion. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, encore merci de m'avoir fait platiner. Quoi c'était? Life is Strange 2. Life is Strange 2, tout à fait. Et bah, tu vois, c'est quand tu regarderas mon profil PSN, c'est le seul jeu que je platinerai de ma vie. Et je pense que ouais, les jeux complétion, c'est absolument pas mon truc, j'arrive pas. Et en plus, Crash, je sais qu'à l'époque, bah, j'ai découvert enfant. Et ça m'avait vénère, mais d'un point. C'était tellement rigide, déjà à l'époque, je trouve. Et ouais, et effectivement, tu as raison, c'est ce côté, faut être dans le chrono pour y arriver. Je déteste ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore les jeux narratifs, parce que je prends un temps incroyable à faire le truc. Mais ouais, Crash, ça fait partie des souvenirs que j'ai, mais c'est pareil, comme que Truc, j'y ai vraiment jamais vraiment joué, parce que ça m'a jamais botté, quoi. C'est un excellent test de patience, hein, quand tu dois mettre 3 quarts d'heure à finir un niveau qui dure 40 secondes, Ah ouais, non. t'es content quand tu y arrives, quoi, clairement. Tu m'étonnes. Bon alors à toi, sur le défi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, bah, c'est pareil. Alors, pour le coup, j'ai attaqué un jeu un peu plus récent, qui avait d'ailleurs refait parler de lui, puisqu'il faisait partie d'un package de bundle dont tout le monde a dû entendre parler, où il y avait énormément de jeux indés pour le Black Lives Matter sur itch.io. C'est Night in the Wood. Donc Infinite Fall, qui a fait un petit jeu indé narratif où tu joues dans un univers où les gens en fait sont des animaux. Et tu joues Margaret May, qui est un petit chat qui revient en fait dans sa ville natale.
après avoir quitté l'école parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'elle vivait un peu comme une marginale. Donc elle quitte les bancs de l'école, elle revient dans dans sa petite ville natale et en fait, elle se rend compte qu'elle y va avec beaucoup beaucoup d'attentes parce qu'elle a énormément de souvenirs, de nostalgie autour de son enfance, là-bas et elle y revient, un peu en déchantant puisque les gens ont grandi. Donc tous ses potes d'enfance, ont grandi, ils ont tous une vie, propre à eux, et les choses ont changé. Donc les spots où elle allait, c'est devenu voilà des zones de poubelles où c'est des trucs qui ont été détruits. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on joue ce personnage-là, elle, revoit ses potes et suite à ça, derrière tout ça, il y a une histoire un peu bizarre où il y a des disparitions, dans la ville, au même moment où elle revient, des enfants qui disparaissent et il se passe des choses bizarres dans les bois à côté de la ville et du coup il y a un fond elle essaye de se remémorer le passé, tout en, menant un peu l'enquête parce que tout ça c'est lié et il y a 2-3 petites longueurs dans la narration qui sont un peu reloues, mais au global, c'est quand même un bon jeu narratif. C'est bien écrit, par contre, c'est tout en anglais, et moi, je l'avais commencé à sa sortie, et je l'ai redécouvert dans ce bundle-là et du coup, je l'ai enfin fini, et franchement, il y a des moments un peu Stranger Things parce que tu es avec ta bande de potes et c'est trop cool parce que tu te racontes les trucs de la vie, les trucs que tu pourrais te raconter à tes potes, dans la vraie vie, quoi et tu t'y attaches et moi je suis tombée amoureuse d'un des persos qui s'appelle Greg, qui est ton meilleur pote. C'est un petit renard et à chaque fois qu'il est content, il fait des vagues avec ses bras et tout et en fait, ça a le charme d'un jeu indé, quoi donc je comprends qu'il y ait des gens qui soient un peu réticents au vu de la DA mais voilà, ça fait partie, c'est un petit jeu d'aventure qui est super sympa et voilà. Alors, c'est un jeu que j'ai voulu faire à la sortie et je l'ai loupé aussi. Et au final, j'ai comme toi pris le bundle là, sur itch.io et du coup, je pense que je le ferai. Ça m'a encore un peu plus donné envie de le faire. Et toi, Quetrus, qu'est-ce que tu as fait que tu avais commencé il y a plus de 12 mois et que tu n'avais pas terminé? J'ai fait un gros truc de geek. J'ai encore du mal à en parler parce que quand j'étais jeune, c'était vraiment Waouh! le truc de geek ultime. Et ben en fait, alors j'ai un peu triché parce qu'en fait, j'ai recommencé pendant le confinement. Et en fait, c'est la peinture sur figurine, quoi. Et c'est le seul truc que j'ai commandé en ligne. Parce que je voulais pas commander des trucs en ligne pendant le confinement parce que voilà, pour des raisons sanitaires, que j'avais pas envie de. Voilà, je trouvais que les livreurs, fallait pas les soumettre à ça, tu vois. Mais en fait, c'était un des loisirs que j'avais envie de reprendre. Et en fait, c'était l'idéal parce que voilà, j'avais plein de temps et que fallait que je fasse. Donc, je me suis remis à peindre des figurines, chose que j'ai pas faite depuis hyper longtemps en fait, plusieurs années. Donc, tu as plus de 12 mois et que je pratiquais vachement comment ça s'appelle quand j'étais adolescent, puis après j'avais continué, et puis j'ai dû arrêter quand j'étais à la fac, je pense. Pardon, je suis obligé de te reprendre, mais quand Ouais. j'étais. Comment ça s'appelle déjà le truc là, il y a 30 ans pour moi là? C'est dégueulasse, Adolescent! J'ai c'est dit tellement 30 ans, j'ai pas dit dégueulasse. 30 ans, t'es dégueulasse. Non, t'as pas dit ça. Il y a 30 ans, j'étais pas adolescent, enfoiré. Je plaisante, je t'en prie. Il y a 25 ans. Et du coup, ouais, je me suis remis à ça, quoi. Et puis, comme maintenant le geek c'est chic, bah voilà, on se sent un peu moins marginal là-dedans. Et en fait, ce qui m'a remotivé à faire ça, c'est parce que j'ai beaucoup joué au wargame, en fait, à Warhammer 40 000, ce genre de choses. Chose que j'ai pu faire depuis longtemps, mais que j'ai encore des milliers de figurines, comme tout figuriniste qui est honnête avec lui sait qu'il a des boîtes et des boîtes qu'il n'a jamais ouvertes et qui ne serviront peut-être jamais, dans l'espoir de se dire, oh, elle est trop bien cette figue, je vais la repeindre, quoi. Et en fait, voilà, je me suis remis parce que j'avais envie de faire des figurines pour les jeux de rôle, en fait, d'avoir des belles figues pour faire ça. Donc voilà, je me suis remis à ça et en fait, je m'éclate. C'est un peu dur de reprendre, mais voilà, c'est une activité à la fois geek et à la fois artistique et en fait qui te permet aussi de te concentrer, un peu comme le dessin, quoi.
Et du coup, c'est vachement apaisant et puis c'est chouette. Et puis en plus, maintenant, avec Internet, YouTube, tout ça, t'as du contenu à plus savoir qu'en faire, à regarder comme un alien des gens en train de peindre ou d'expliquer leur technique, donc c'est cool. Et puis voilà quoi. Et c'est vrai que c'est la chose que je me suis remis à faire que j'avais pas fait depuis hyper longtemps quoi. Exact, parce que je pense que j'aurais pas la minutie que tu dois avoir pour peindre, parce que je pense que je déborderais. Enfin, je ferais n'importe quoi. C'est un truc, je sais pas, peut-être que je tremble trop ou j'ai trop peur de trembler et du coup je fais l'erreur. Ouais, Donc, mais ouais. c'est comme les gens qui se disent qu'ils savent pas dessiner. En fait, faut y aller. Faut y aller avec humilité, quoi, tu vois. C'est un peu Ça se comme tout, pratique, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu vas commencer un sport, tu vois. Tu vas pas arriver en te disant, tu vois, un art martial en te disant, je vais être hyper souple, je vais réussir tous les katas d'un coup, et puis je vais être le meilleur dresseur, quoi. Bah non, Alors c'est plus facile. Ce recul-là, il est facile quand t'es jeune et il est facile quand tu commences à avoir un petit peu d'âge, quoi. Parce que parce qu'en fait, tu sais qu'il faut y aller doucement et que voilà, si tu te plantes, bah tu te plantes, c'est pas grave quoi. Et puis bah t'en referas une autre. Et puis après, ça sera mieux. Puis ça sera encore mieux. Et puis tu vas être fier de toi. Et puis quand tu reviendras sur les premières que t'as faites, que ce soit des dessins ou des figurines que t'as peintes, bah tu te diras ouais, ok, c'est cool, j'ai progressé quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est hyper reposant pour l'esprit. C'est voilà, c'est apaisant. Et puis voilà, tu développes des skills, on va dire, et c'est chouette. Et je suis content de m'y être remis, quoi. Merci le Covid de loin, quand même. Mais voilà. Mais justement, quand tu arrives alors, sans développer vers une chronique, mais quand t'es hyper fier d'une de tes peintures, est-ce que tu as envie de l'exposer, de la ranger, pas l'abîmer, de jouer avec? Enfin, t'as une philosophie par rapport à ça? Jouer avec. Ben non, mais Non, je suis pas. Alors, en plus, pour l'instant, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Donc, mais peut-être, ouais, quand je commencerai à être fier de mes trucs, peut-être que je prendrai des photos et que je les exposerai, que je posterai ce genre de choses. Et sinon, oui, comme là, celle que je suis en train de refaire, c'est dans une optique de jouer à des jeux de rôle un peu tactiques. Bah ouais, c'est cool, j'ai envie de les avoir et puis j'ai envie que ça fasse joli sur la table et que les gens soient contents et voilà. Même si au final après tu fais complètement abstraction de la figurine, bah je sais pas, ça rajoute quand même quelque chose. je pense que c'est un 100%, un joli 100%. On a repris des Pour, pour, trucs. pour- Ouais, c'est bien. Ça se passe pas tout le temps, donc autant s'auto-féliciter. Et du coup, bah, comme d'hab, on a l'habitude de fixer un défi pour le mois d'après. Mais là, je vais pas vous en fixer, parce que je vous réserve une petite surprise pour le mois prochain. Donc, vous m'en direz des nouvelles, on va dire. Voilà. Donc, on en Oula, reparle. Ouais, ok, on s'en reparle dans quelques semaines, vous verrez. ok. Très bien. Et ben, petit jingle et on passe au coup de cœur. Et donc, les coups de cœur, bah, je vais te rendre la parole, mon très cher Cutrus, pour savoir quel était le tien sur ces dernières semaines. Ouais, et bah c'est du Hearthstone. Et plus Oh, particulièrement, non, ouais, plus particulièrement une chaîne en fait, un joueur, un vidéaste YouTube. Et je t'ai partagé un truc hier, je crois. Et en fait, c'est la chaîne de Tars Hearthstone, qui est un joueur. Enfin, c'est le nom de sa chaîne, pardon, donc c'est Tars son nom, qui est un joueur Solari, comme Oliège, qui est un joueur français. Et en fait, pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que ce mec est brillant, et c'est toujours un gars qui va élaborer des stratégies qui sortent de la boîte, comme on dit, qui va tester des choses complètement folles, qui vont à l'encontre des idées reçues. C'est-à-dire que quand tu joues à des jeux compétitifs, pas que dans les jeux de cartes, mais ça peut être les MOBA, ça peut être les shooters, ça peut être ce genre de choses. T'as toujours les top méta, t'as la top carte, t'as les top decks, t'as le meilleur perso à Apex, les meilleures armes, etc. Et en fait, même les mecs très hauts bah, tournent toujours autour de ça, même si la plupart d'entre eux créent ce genre de deck ou de méta, en fait. T'as quand même l'impression que c'est figé, tu vois. C'est très figé et faut pas se mentir, et moi le premier et la communauté, en fait, on va souvent suivre ça, c'est-à-dire que et on va avoir peur de s'éloigner en fait de ces espèces de standards gravés dans la pierre, en tout cas le temps d'une méta, et qui te dit bah voilà ça c'est ce qu'il faut jouer parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, et sinon tu gagneras pas et tu feras pas du haut niveau. Et bah ce mec-là, c'est un mec qui ose tout le temps faire dans l'originalité, qui ose tout le temps créer des choses complètement extravagantes. Et en fait, il y arrive. Il s'était qualifié, il avait gagné les championnats de France ou d'Europe, même je sais plus, à Hearthstone il y a quelques temps là, une DreamHack.
ou je sais plus exactement quel tournoi, en jouant une carte qui est normalement considérée comme une carte fun et complètement, tu vois, lotière, quoi. Et en fait, il prouve tout le temps que en s'amusant, parce que le mec s'éclate à faire ça, que en sortant un peu des sentiers battus, en imaginant des stratégies différentes, et ben on peut y arriver. Et hier, j'ai pensé à ce coup de cœur-là parce qu'en fait hier j'ai regardé une vidéo de lui sur Battlegrounds, l'auto-chess de d'Hearthstone. Et c'est pareil, il a tenté un truc complètement loufoque, complètement con et juste fun, mais en fait son truc marche quand même. Et en fait il a quasiment fini premier, ou il a fini premier, je sais plus. Et voilà. Et donc comme il n'a pas énormément de viewers comme pourrait l'avoir un Olièche ou un Fichou ou comment Kriparian pour les Anglais, etc. Ou Tigenel, etc. Bah voilà, j'avais envie de dire, bah en fait ce mec-là, en plus d'être super intelligent et d'être marrant et humain, et en plus il joue du trombone, et bah voilà, c'est un mec qui sort des sentiers battus, c'est un mec qui fait vivre pour moi l'e-sport, qui montre que l'e-sport ça peut être quelque chose de très divertissant et fun, même à haut niveau, quoi. Et voilà, je voulais lui rendre un peu hommage là-dessus et enjoindre les joueurs qui aiment bien les jeux de cartes ou qui aiment bien Hearthstone tout simplement à le suivre. Ouais, je rejoins ce que tu dis. Enfin, tu as un peu coupé l'herbe sous le pied, mais en effet, il avait même fait un tournoi, alors je sais plus lequel c'est, mais c'était mondial. Et ce fun va jusque dans sa personnalité parce qu'il était intervenu justement avec son instrument de musique sur scène pour jouer un Ouais, petit morceau pour détendre l'atmosphère, quoi. Ce que je trouve exact. hyper fun, hyper rigolo, quoi. Et accessoirement, il joue très très bien. Et comme tu dis, il sort des sentiers battus, donc c'est plutôt cool de jouer à côté de la méta, quoi. Même si il respecte entre guillemets les codes, mais il apporte ce grain de folie dans son jeu et dans sa perso. Ouais. Donc ouais, Ça, c'est un mec qui ça, mérite d'être soutenu. ça change des mecs à la Poker Face, c'est hyper sérieux, hyper dur. Et ouais, c'est chouette. Il Ça a reste vraiment du une jeu tête de vidéo. gentil. Et il l'est vraiment dans la vraie vie, parce que je l'avais croisé une fois. Enfin, Ah ouais? il prenait le temps de faire les photos avec les gens qui le demandaient et tout. C'était à la Paris Games Week. Et ouais, c'est quelqu'un de très très cool, je pense, même si je le connais pas personnellement. Mais enfin, en tout cas, il a cette image qu'il véhicule qui est très sympa, quoi. Exactement. Anya, est-ce que tu as un petit coup de cœur sur toi de ton côté? Oui, j'ai divagué un peu, je savais pas trop. Mais si, j'ai découvert un puzzle game pas très récent, 2017, un truc comme ça. Parce que les promos Steam font que du coup, je suis un peu à la recherche des trucs que j'avais pas vus de prime abord. Ça s'appelle We Were Here Too. Euh, c'est une saga en 3 épisodes. C'est des puzzle games en coop. Et je ne connaissais pas, ou du moins je connaissais de nom, mais j'avais jamais suivi. Là, j'en ai profité, j'ai embarqué un pote avec moi. Et en fait, c'est 4 heures où tu as un semblant d'esprit un peu escape game. On est chacun dans une pièce. Alors, il y a pas vraiment de pitch. En gros, on est 2 explorateurs, on se perd dans une tempête. Au loin, il y a un petit château, donc on décide d'y rentrer. Et en fait, au moment où on y rentre, eh ben, on est séparés dans 2 pièces différentes. Euh, et, euh, et grosso modo, voilà, c'est des énigmes où chacun doit expliquer le setup de sa pièce, la machine qu'il voit devant lui ou les signes qu'il voit devant lui. Enfin voilà, il y a un peu de tout en termes de méca. Euh, et c'est pas très beau, mais c'est 4 heures où j'ai bien rigolé parce que c'est quand même 1000 fois plus marrant de le faire avec quelqu'un qu'on connaît. Euh, et c'est super cool. Enfin, moi, ça m'a duré une soirée, tu vois. Mais voilà, je crois que le jeu, je l'ai payé 6 euros. Donc c'est un petit investissement pour une petite soirée de jeu et c'est cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ouais, ça a l'air trop bien. Le Ouais. fait de jouer en coop comme ça, Ouais, j'avoue que je me suis un peu pris le chou avec lui au bout d'un moment parce que il y avait une ligne sur laquelle on bloquait. Mais au-delà de ça, enfin, moi j'ai bien rigolé et puis même t'es bien dedans quoi. Au début, j'y suis allée un peu sceptique et finalement je suis rentrée dedans hyper facilement. Et t'as ce côté un peu challenge de voilà d'y arriver même si ça te prend un peu de temps à comprendre. De voilà, forcément tu retrailles pour comprendre ce qui se passe. Et chacun a un rôle différent à chaque fois. Donc, c'est pas juste tu décris la pièce et puis tu essayes de soulever ça. C'est vraiment, des fois, tu as
des combos à faire. Donc il y a les infos qui sont dans une pièce et pas dans l'autre, et on s'échange les infos. Et puis il y en a un autre qui t'aide sur ce puzzle-là, qui débloque un autre puzzle. Enfin, il y a vraiment un dynamisme qui marche bien, et c'est chouette. Très bien. Je vais du coup te prendre la parole pour parler du mien, de mon coup de cœur. Alors je sais pas trop comment définir ça, mais je définirais ça comme un petit plaisir coupable. En fait, je me suis mis à la série The Office très tardivement, puisque j'ai commencé en 2020. Et j'ai dévoré, je crois, 4 saisons pour l'instant, que j'ai commencé il y a peut-être un mois ou deux max. Alors je regarde régulièrement ça avec ma copine le midi, enfin on travaille chacun de la maison, et le midi, la pause déj, c'est on se fait un épisode quoi. Et en fait, alors, je pense que vous connaissez, mais pour faire dans les très grandes lignes, c'est un faux reportage dans une entreprise qui vend du papier avec un boss qui est hyper old school et que je comprends pas comment un mec comme ça peut gérer une entreprise, mais je pense que personne ne le comprend. Mais c'est ultra drôle et gênant en même temps, donc c'est pour ça que c'est un peu coupable comme plaisir. Mais je me marre vraiment devant ces épisodes, autant que je suis gêné, parce que je me dis, mais c'est pas possible qu'un truc comme ça arrive, que ce soit crédible, et c'est quand même très très drôle. Et à tel point que, il y a pas très longtemps, il y a une autre série que je regarde qui est Modern Family, dans un format court et drôle. Quand j'ai commencé une nouvelle saison de Modern Family que j'avais pas encore vue, je pensais encore à The Office parce que les persos me manquaient, quoi. Enfin, je me suis vraiment attaché aux persos, notamment, non, non, mais pas notamment, à tous, quoi. Ils ont tous leur, ou une grande majorité, je pense, sont très drôles et très, euh, je sais pas comment dire, mais ouais, très attachants en tout cas. Et ouais, c'est bizarre à dire que j'aime bien cette série parce que c'est quand même, enfin, voilà, c'est le mec il est raciste, il est misogyne, il est tout, ce boss-là, mais pourtant il est attachant quoi. Et alors je suis pas en train de dire qu'il faut défendre tout ça évidemment, mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu un plaisir coupable parce que je comprends pas comment j'arrive à apprécier un truc qui me dérange entre guillemets, mais évidemment c'est de l'humour. Mais voilà, et il se trouve dans des situations à chaque fois et il s'en sort tout le temps. Enfin, tu dis c'est incroyable. Je sais pas jusqu'où ça va, je sais pas si ça va être drôle jusqu'au bout. Je sais que c'est une série qui avait pas très bien marché la saison 1 et qui a décollé à partir de la saison 2. Et le fait de les enchaîner comme ça, je trouve ça cool. Je sais pas si vous avez déjà regardé ça, cette série. Je pense que oui, parce que c'est connu quand Moi, même, il y a pas mal de Ouais. gifs, de trucs de partout, mais. moi, j'arrive pas à la commencer en fait. Parce T'arrives pas à que la commencer? non, les mêmes, enfin les mimes, ouais, les mêmes en français. J'adore en fait. J'ai vu des extraits de la série, j'adore. Et je crois que j'ai déjà essayé 2 fois de regarder le premier épisode et je sais pas, ça va pas être le bon moment. Mais c'est toujours une série que j'ai en ligne de mire et que j'ai envie de me faire quoi, parce qu'il paraît que c'est vraiment bien et j'y crois quoi. Ouais, Mais je comprends le côté culte, quoi. je l'ai fait un peu en désordre, celle-là, enfin The Office. Je pense que je l'ai jamais regardé dans la timeline, tu vois, correcte. Du coup, j'ai vu des bouts d'épisodes et puis après, j'ai commencé à voir des morceaux d'histoire entre les personnages et tout ça. Mais ouais, je l'ai jamais regardé en ordre. Ouais, je pense que c'est quand même mieux, idéalement, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent et qui évoluent. Mais ouais, c'est assez bizarre, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas assumer le fait d'aimer cette série alors que c'est très drôle, hein, vraiment. Bah non, non, moi, enfin, moi j'ai aucune, j'ai pas trop de culpabilité parce que déjà c'est un truc qui date d'il y a un petit moment. Ouais. Et les formats sitcom, c'est toujours comme ça. Et c'est pareil, dans le même format, tu as Park and Recreation. Donc avec, c'est pareil, alors cette fois-ci, le setup, c'est dans une mairie, dans un service complètement abandonné par tous. Et c'est pareil, tu as des personnages qui sont hyper misogynes, hyper chelous, mais malgré tout très attachants. Je pense que tu as ce même schéma dans tous les sitcoms. C'est pareil dans Community aussi, t'as le vieux là qui est complètement pervers et horrible. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, Steve Carell, l'un des acteurs principaux, pardon, a lancé une nouvelle série avec Malkovich sur Netflix qui s'appelle Space Force. Et je vous Ouais, y invite parce que c'est vraiment très drôle. Et c'est très franchement, bizarre quand même. John Malkovich est trop bon dedans. Je trouve excellent. Je suis d'accord. Et dans le genre truc complètement dérangeant et très mauvais goût, j'ai découvert, alors c'est super vieux je crois, j'ai découvert Little Britain, et il y a aussi Little Britain USA, et ça a l'air d'être un monument en Angleterre, mais je crois que ça date, hein, ça a plus de 10 ans, et j'ai du mal à le trouver sur les plateformes, et sur YouTube il y a des extraits, et c'est pareil, c'est des trucs hyper irrévérencieux, très mauvais goût, mais assez rigolo quoi. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube, tapez Little Britain, il y a des trucs quand même qui sont bien marrants et très gênants aussi. Ouais, ça me parle, ces trucs-là, je crois que j'en ai déjà vu Ouais, je certains, pense. mais ouais.
Ouais, pareil, il y a un petit lien en bas, évidemment. Ouais, bah c'est bien, c'était assez varié aussi ces coups de cœur. Du coup, bah, on arrive déjà au bout de ce 20e épisode du Contrecast. Donc, petit récap très rapide sur les chroniques. Donc, Anya, tu nous avais parlé de Histoire de fantômes du Japon, un ouvrage, un bouquin magnifique. Et que Trus, toi, c'était Monster Train, évidemment, dans la lignée du fait que tu nous aies parlé de Slay the Spire il y a quelques mois. On a brillamment réussi notre défi du mois et évidemment, on a parlé de ces petits coups de cœur. On va faire un petit tour de table virtuelle, encore une fois, pour faire vos autopromos. Alors toi, Anya, j'ai l'impression que tu t'es un peu remise aux illustrations, parce que j'ai vu que tu avais changé ton avatar sur Oui. notre slide, par exemple. Ouais, mais c'est pas forcément à la hauteur de ce que je voudrais. En fait, ça fait très longtemps que j'avais pas dessiné. Là, je m'essaye à des choses parce que le dessin digital, c'est d'autant plus ardu quand on n'a pas fait souvent, puisque c'est la même base technique que du dessin normal. Mais malgré tout, il y a des choses que tu peux te permettre en plus. Et là, j'essaye plein de trucs. Bon, voilà, ça me prend du temps et j'en fais pas autant que j'en voudrais. Mais ouais, j'ai fait ça sur Instagram. Cécile _Y. Mais sinon, je suis toujours à traîner sur Twitter, Anya _gaming. Parce que voilà, je suis un peu les derniers hautains sur Twitter. Donc, je pense que c'est là où je suis le plus active. Ton actu du moment. Alors moi, vous me trouverez pas sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que je sais pas pourquoi, avec avec le confinement, j'y suis plus du tout. Par contre, vous pourrez me trouver toujours sur les podcasts de VHS, en fait. Vaisseau hyper sans saf. On a sorti le dernier épisode de Whisperos qui traite de Bran. Voilà. Contenu hein, sur Whisperos. Parce que maintenant que la série est terminée, vous avez toujours des choses à dire. En fait, là, on traite les personnages en POV, donc tous ceux qui ont les points de vue dans le bouquin, parce que le bouquin est écrit à chaque fois par le point de vue de quelqu'un. Et donc, en fait, on est en train de faire tous les personnages qui sont concernés. Et on relit les chapitres et on en donne un peu l'histoire et on en fait un peu la comparaison avec la série. Mais surtout, en fait, on essaie de donner envie aux gens de lire les bouquins, ceux qui n'auraient regardé que la série et qui auraient connu Whisperos grâce à la série, mais qui n'avaient pas lu. Et on essaie de les enjoindre à lire et à attendre avec nous, en fait, le prochain tome qui, un jour, peut-être viendra. Peut-être. En tout cas, merci Peut-être. encore à vous pour ces chroniques. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez toujours vous abonner sur les différentes plateformes Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et compagnie. Que Trus, je crois que j'avais une question à te poser, mais j'ai Vas-y, complètement je suis oublié. chaud. Ah, j'ai oublié Ah la bon? question. Ouais. Tu veux que Mais est-ce que je te laisse 5 minutes pour réfléchir? 5 minutes. Non, en fait, je pense que j'ai pas besoin de te poser la question, mais j'ai surtout besoin de la réponse. C'est quoi la réponse? La question que j'avais envie de te poser. J'ai envie de dire 42, mais je crois qu'il faut qu'on mette 5 étoiles sur iTunes. Ah, c'est ça. 5 étoiles sur Apple Podcast même, parce Ouais. qu'iTunes, c'est pour les vieux, alors je ne te vise Oui, pas. pardon, Mais... sur Apple Podcast, en plus. Ouais. Parce qu'il y en a qui l'ont pas fait. Genre lui, là-bas, là, tu vois. Ah ouais. Ah Lui qui essaie de se mais elle planquer aussi. derrière, Elle, là, oui, derrière je sa le vois. Xbox, là. Ouais, Ouais, c'est ok. abusé. C'est vrai qu'elle était bien cachée derrière la Xbox. Mm. J'ai acheté une Xbox il n'y a pas très longtemps, on s'en fout. Et bah voilà. Et on peut aussi mettre 5 étoiles sur Ouh. Podcast Addict. Je sais pas si vous le saviez, mais vous le saviez évidemment. Et vous pouvez mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Soit vous dites que vous aimez beaucoup, soit vous aimez énormément. Sinon le reste on s'en fout, faut mettre 5 étoiles tout court. Et ouais, j'ai acheté une Xbox et parce qu'elle était jolie, c'est la Cyberpunk. Vous savez, le jeu qui a encore été repoussé. Félicitations. Bon. Ah bon? Ouais. Ouais, mais on en parle Mm. après le podcast si vous voulez, parce qu'on va Je pense qu'on conclure et puis. va faire un épisode spécial Cyberpunk. Pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, on pourrait se faire ça. En tout cas, merci encore à vous et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez et on se retrouve le mois prochain. Salut! Salut, à bientôt. Salut! Donc, Pardon. pas de soucis.